Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je vous salue cordialement et je vous souhaite la bienvenue à ce cours. Donc le cinquième, si je ne me trompe pas. Donc cours enregistré comme d'habitude hein, pour ceux qui veulent, qui souhaitent le réécouter autant de fois qu'ils le souhaitent, bien entendu. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer des chats comme ça si jamais il y a des choses qui ne sont pas toujours très claires parce que moi j'ai l'impression quand je parle que enfin, les choses sont claires dans ma tête, mais je sais que c'est une matière qui est assez compliquée. Donc j'essaie dans la mesure du possible de la rendre accessible. Donc il y a beaucoup de choses des fois. Et je vous avertis que tout ce que je dis n'est pas forcément très très important. Je pense que les éléments qui me semblent importants, ils sont inscrits ou ils sont écrits sur le résumé de cours, bien entendu. Et c'est ça en fait ce qui fait foi. Et ça sera le champ, si vous voulez, de ce qu'il faudrait connaître pour passer votre examen d'ici quelques mois. Alors, donc la semaine dernière, j'ai commencé ce cours sur la monnaie, enfin ce cours sur la théorie de la monnaie pour être plus précis. Et j'ai dit, et c'est ça en fait l'élément qui est très très important, c'est ça ce qui va servir de fil conducteur pour ce chapitre sur la théorie de la monnaie, c'est qu'en fait il y a deux grandes familles de théorie monétaire. Il y a celles qui disent qu'il n'y a aucune relation entre la monnaie qui circule dans l'économie et l'économie réelle. L'économie réelle, en fait, c'est la production, la consommation, l'emploi, l'investissement, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a des théories qui disent qu'il y a un lien entre la masse monétaire, ou l'idée de monnaie qui circule dans l'économie, et cette économie réelle. D'accord? Alors la première théorie, en fait, qui était la plus dominante depuis le 19e siècle, si vous voulez, et puis même aujourd'hui, il y a certains qui continuent à s'y référer, elle est appelée approche dichotomique de la monnaie. Dichotomique de la monnaie, donc vous savez, euh, donc ce terme, je pense qu'il est déjà inscrit sur votre polycopier. Dichotomique, ça veut dire ce sont deux mondes différents. D'accord? Le monde de la monnaie et le monde réel. La monnaie, si elle joue un rôle dans cette approche, c'est juste pour faciliter l'échange. C'est-à-dire que on n'aura pas plus de production ou moins de production lorsqu'on a plus de monnaie ou moins de monnaie. D'accord? C'est-à-dire que la monnaie est un simple
facilitateur de l'échange. C'est ça l'approche dichotomique, qui veut dire tout simplement que d'un côté, il y a certains qui vont produire pour satisfaire des besoins sur le marché, et la monnaie, elle va juste nous permettre de faire circuler cette production. Bien entendu, donner aux gens les moyens qui leur permettent d'acheter cette production, si j'ose m'exprimer ainsi. D'accord? Donc ça, c'est important et c'est ça, donc il me semble l'idée la plus importante. Par contre, pour l'autre approche, donc il dit, l'autre approche, elle dit que la quantité de monnaie, si vous mettez plus de monnaie ou moins de monnaie dans le circuit économique que vous connaissez bien, donc c'est le circuit des agents économiques, les ménages, les entreprises, les banques, l'État, et la monnaie, selon cette deuxième approche, d'accord, donc on dit l'approche de la monnaie active, d'accord, eh bien, donc si vous mettez plus de monnaie ou moins de monnaie dans ce circuit, eh bien, il y aura plus de production ou moins de production, il y aura plus de consommation, moins de consommation, plus d'investissement, moins d'investissement, etc., etc. D'accord? Donc ça, en fait, ce sont les deux grandes approches. Puis après, bon, vous avez bien sûr donc des théories qui sont un petit peu entre les deux, comme on l'a vu la semaine dernière avec la théorie de Robert Lucas. Alors, par rapport à l'approche dichotomique, en fait, on a, si vous voulez, trois grandes théories. Trois grandes théories, si on peut les appeler comme ça. Vous avez d'abord la théorie des débouchés, donc ce qu'on appelle la loi de Say. Je vais écrire là, débouchés, la loi des débouchés, ou la loi de Jean-Baptiste Say. Donc ça, c'est un économiste français du 18e, 17e siècle, si je ne me trompe pas. Et cette loi des débouchés, c'est vraiment la représentation typique de la théorie dichotomique. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie des débouchés? Elle nous dit que on produit, donc les entreprises produisent, si vous voulez, et quand elles produisent, il y a deux flux qui sortent du processus. D'abord, les biens et les services qu'on fabrique ou qu'on produit, d'accord, donc qui ont une certaine valeur. Et ces biens, bien sûr, ils sont offerts sur le marché. Je ne sais pas, la semaine dernière, j'avais donné l'exemple, j'ai dit, on produit par exemple 100 de biens et de services. La valeur, si vous voulez, des biens et des services qu'on a offerts sur le marché, on les met sur le marché pour une valeur de 100. Mais en même temps, la théorie de Say, elle nous dit que quand on produit, on distribue des revenus. C'est ça l'économie. Donc, quand vous produisez, non seulement vous allez créer des biens et des services, mais vous allez créer aussi des revenus parce que ceux ou les facteurs de production que vous avez utilisés pour produire, il faut les payer, il faut les rémunérer. Et donc, si vous produisez 100, d'après cette théorie, eh bien, vous allez distribuer 100 unités monétaires de revenus. C'est-à-dire, il faut payer des salaires, ok? Vous allez payer donc des intérêts éventuellement parce que je ne suis pas un chef d'entreprise, donc il a dû emprunter de l'argent et bien entendu il faut qu'il rémunère cet argent emprunté donc avec un taux d'intérêt et il y a des bénéfices bien entendu pour le chef d'entreprise qui a risqué ce capital ou son capital propre pour créer cette activité. Et donc finalement on a distribué 100 de biens et services, on a créé pardon 100 de biens et de services et en même temps, on a créé autant de revenus. Et la théorie de Say, en fait, elle fait l'hypothèse suivante. Elle dit qu'en principe, les agents économiques, ils n'ont aucune préférence pour la liquidité. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il touche par exemple un salaire de 30 unités, eh bien, il va le distribuer, il va le dépenser entièrement. Il ne va pas garder cet argent chez lui. Il ne va pas thésauriser. Donc, ça, c'est aussi un terme qui est très important. On va dire ici, garder donc l'argent chez soi, plus ou moins. D'accord? Voilà, thésauriser. Et thésauriser, ça veut dire que vous allez juste retirer des moyens de la circulation. Vous allez retirer de la monnaie de la circulation. Vous allez la mettre sous votre lit, par exemple. Donc, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, la thésaurisation. C'est qu'on faisait nos grands-mères dans le temps.
quand elle savait pas ce que c'est qu'une banque, elle savait pas ce que c'est qu'une bourse, elle n'avait une idée, bien sûr, de tous ces institutions qui permettent de garder notre argent. Elle le gardait chez elle, et quand elle le gardait chez elle, en fait, qu'est-ce qui se passe? On le retire du circuit économique. Ben, pour Jean-Baptiste Say, ça n'existe pas. Donc, si les gens, par exemple, quelqu'un, il a touché un salaire de 30, eh bien, il va dépenser les 30. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, il va utiliser la monnaie dont il a la possession juste pour acheter des biens et des services. D'accord? Donc ça, en fait, la monnaie, dans ce cas-là, elle ne va avoir aucun impact sur la quantité de production. On a produit pour 100, ces 100 de revenus qu'on a distribués, on va les retrouver sur le marché et le cercle est bouclé. Donc, en fait, il ne peut jamais y avoir ni plus de monnaie, ni moins de monnaie que ce qu'on a produit. D'accord? Étant donné cette hypothèse de la préférence pour la liquidité ou qu'on appelle la thésaurisation, d'accord? Eh bien, tout ce que vous touchez comme revenu, vous le dépensez et donc dans ce cas-là, 100 de production vont trouver leur équivalent de 100 de revenus et l'économie est équilibrée. Donc ça, c'était une théorie qui était très très simple, mais ça montre tout simplement que la monnaie, en tout cas, elle ne peut pas jouer un autre rôle que faciliter l'échange. C'est-à-dire, les 100 unités monétaires que j'ai achetées, ils permettent tout simplement de faire circuler les 100 de biens et de services qu'on a produits. Alors, cette théorie elle a été reprise beaucoup plus tard par un économiste américain qui s'appelle Irving Fisher. Donc, j'en avais parlé la semaine dernière. Et Fisher, en fait, il est connu par une théorie très très célèbre, qui nous dit que la masse monétaire, fois une vitesse de circulation de la monnaie, d'accord, elle est égale au niveau des prix par la quantité de production. Donc en fait, sa théorie, elle se présente comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de Fisher, appelée également théorie quantitative de la monnaie. Voilà. Ça, c'est la théorie de Fisher. Elle s'appelle soit théorie quantitative, il y a certains économistes qui disent la théorie quantitative, d'autres qui disent c'est la théorie de Fisher. Alors Fisher, c'est exactement la même chose. Pour Fisher, la monnaie, elle est neutre. Elle est neutre. Quand vous dites neutre, vous êtes dans cette approche dichotomique. Il nous dit que la masse monétaire, elle est, elle sert d'abord et avant tout l'échange, et il le montre à travers cette théorie. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit dans une économie, vous avez la masse monétaire, donc en fait la quantité de moyens de paiement qui circulent dans l'économie, d'accord, c'est M. Vous avez V, qui est la vitesse de circulation de la monnaie. La vitesse de circulation de la monnaie, le nombre de fois qu'une unité monétaire change de main, c'est le rythme des dépenses. Hein, je ne sais pas, j'ai par exemple 10 dirhams. Ben, si je garde ces 10 dirhams dans ma poche, ils ne vont pas circuler. D'accord? Donc, dans ce cas-là, la vitesse de circulation de la monnaie est zéro. Mais si j'utilise ces 10 dirhams pour acheter un café et que celui qui m'a vendu le café lui-même, il va payer, je sais pas, l'achat d'un produit, du lait ou je ne sais pas quoi, eh bien, la vitesse de circulation de la monnaie, elle va être plus importante. Et Fischer, il nous dit que cette vitesse de circulation de la monnaie, elle va un peu amortir la quantité de monnaie, elle va moduler un peu la quantité de monnaie dont l'économie a besoin. Le M, bien entendu, il est pondéré en quelque sorte par cette vitesse de circulation de la monnaie. Et je vous expliquerai ça dans un instant. Après, donc, vous avez P, c'est le prix, fois la quantité de biens et services qu'on appelle Q. Q, c'est tout simplement la production, si vous voulez, qui circule dans l'économie, qui a été créée, qui circule dans l'économie, qu'on appelle Q ou bien on l'appelle T, des fois T, pour désigner transaction. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, P fois Q, c'est juste la valeur de la production. D'accord? Donc, ça, c'est pas très compliqué. On va juste dire que PQ, c'est la valeur de la production. C'est-à-dire, vous allez dire que, je ne sais pas, j'ai un prix de 10 dirhams, d'accord? Et donc, on a 10 dirhams. Ça, c'est le prix d'une unité de production, supposons qu'on est dans un pays qui ne produit qu'un seul bien, hein, pour simplifier.
on va dire, je ne sais pas, on produit du coton, par exemple, et on produit, allez, 100 000 tonnes de coton, et le prix d'une tonne de coton, par exemple, elle est de 1000 dirhams. Je ne connais pas le prix du coton, mais on va dire ça. On va dire 1000 fois 100 000, ça vous donne la valeur de la production dans le pays. Alors maintenant, quel est le lien entre cette valeur de la production et M? C'est ça, en fait, donc, le plus important. Eh bien, Fischer, il nous dit que les deux variables, à savoir V et Q, sont constantes. Elles ne bougent pas. Elles sont figées. D'accord? Sans ça, la théorie de Fischer, elle ne vaut rien. C'est-à-dire que si vous faites bouger V et vous faites bouger Q, eh bien, dans ce cas-là, la théorie de Fischer, ou le pouvoir explicatif de la théorie de Fischer, il est presque nul. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V, il part de l'hypothèse que la vitesse de circulation de la monnaie, elle est la même, elle ne bouge pas. Je sais de 0,2 ou de 0,3. Si vous voulez, cette variable, elle est figée, donc elle ne bouge pas. Et il dit que Q, c'est-à-dire la production réelle, la production de biens et services, elle est constante aussi. Parce que il nous dit que l'économie, elle est en plein emploi. Des facteurs de production, économie en plein emploi. Plein emploi, plein emploi, donc égal, on va dire ici Q constante. OK? Économie en plein emploi. Plein emploi, alors c'est une hypothèse hyper théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les facteurs de production, donc quand je dis facteurs de production, c'est le travail et le capital, donc ce sont là les deux grands facteurs de production dans toutes les économies du monde, eh bien on va dire que le travail, en fait, enfin, tous ceux qui cherchent un travail, ils en trouvent un, c'est-à-dire le taux de chômage, il est nul. Hein, donc ça, c'est une hypothèse. Et les machines, le capital, si vous voulez, tournent à plein régime. C'est-à-dire que les machines tournent à 90%, 95% de leur capacité. Et donc, même si on veut augmenter la production dans cette économie, on ne peut pas parce que tous les facteurs dont on dispose sont pleinement utilisés. D'accord? Alors, si vous faites cette hypothèse, vous dites que l'économie, elle est en plein emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous augmentez la quantité de monnaie, sachant que V est une constante et que Q ne peut pas bouger, la seule chose que vous allez toucher, c'est P. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que la hausse de la masse monétaire, c'est-à-dire que si vous êtes dans une économie où on donne beaucoup de crédit, parce qu'on a vu, rappelez-vous, il y a quelques séances en arrière, on a dit que la principale source de création monétaire, c'est les crédits à l'économie. Chaque fois qu'on distribue un crédit, eh bien, on va créer de la monnaie scripturale. C'est ça. Ou de la monnaie, tout simplement. Donc, parce qu'au départ, elle est scripturale. Et après, on peut la transformer dans la monnaie qu'on souhaite. Donc, chaque fois que vous augmentez M, d'après cette théorie, si V et Q sont constantes, eh bien, le seul élément qui va bouger, c'est P, c'est-à-dire le niveau des prix. D'accord? Alors maintenant, quel rapport avec la neutralité monétaire? Parce que c'est ça, en fait, on est en train d'expliquer cette approche de monnaie neutre, c'est-à-dire une monnaie qui n'a pas d'impact sur l'économie. Il va nous dire tout simplement que si vous avez M qui augmente, d'accord, pas pour agir sur Q, mais elle va juste s'adapter à la valeur des biens et des services qu'on a créés, qui circulent dans l'économie. D'accord? C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, si on fait un peu le raisonnement inverse, on va dire, si par exemple on est dans une économie qui est en sous-emploi, une économie qui n'utilise pas toutes ses capacités, dans ce cas-là, quand vous augmentez M, eh bien, le premier élément qui va bouger, c'est Q. Parce que vous donnez aux gens des moyens pour acheter. Les gens, ils vont acheter des biens, des services. Il y a d'autres qui vont les produire. Et dans ce cas-là, la hausse de M va entraîner une augmentation de la production. Et dans ce cas-là, on va dire que la monnaie n'est plus neutre. Elle va agir sur la production. Mais si vous dites que Q ne bouge pas, d'accord, eh bien, dans ce cas-là, chaque fois que M augmente,
ça va juste agir sur la valeur de la production, c'est-à-dire pas sur le volume. Ça, c'est volume, Q, c'est volume. D'accord? P fois Q, c'est une valeur. C'est comme si vous me dites, je produis 10 chemises, ça, c'est une quantité, c'est un volume. D'accord? Mais si vous me dites que je produis 10 chemises à raison de, allez, 100 dirhams la chemise, eh bien, ça sera 100 fois 10, c'est-à-dire 1000 dirhams de valeur, c'est-à-dire la valeur de la production dans ce cas-là, elle va être de 1000. Eh bien, chaque fois que vous augmentez M, si vous ne pouvez pas agir sur Q parce que Q est une constante, parce que l'économie elle est en plein emploi, eh bien M, elle va tout simplement augmenter la valeur de la production. Et donc finalement, on va la valeur de la production qui augmente, ok, uniquement parce que M a augmenté, mais Q n'a pas bougé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si par exemple, je prends le même exemple, je produis toujours 10 chemises, mais on a donné aux gens plus d'argent pour acheter des chemises. Mais il n'y en a que 10. Les gens, ils vont demander 15, mais je ne peux pas avoir les 5 de plus. Donc, en fait, les vendeurs de chemises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont augmenter leur prix. Ils vont dire, les 10, je ne les vends plus à 100 dirhams, mais je vais les vendre à 150 dirhams. D'accord? Donc, ça, c'est important à retenir. La théorie de Fischer est une théorie, je sais pas, donc vous allez voir un jour pour ceux qui vont faire des études un peu plus poussées, si vous faites de l'économie, ben, cette théorie, elle revient tout le temps, même si elle est vieille. Donc, c'est une théorie qui date du début du XXe siècle, mais ça reste quand même l'un des courants, si vous voulez, le plus représentatif de la neutralité monétaire. La monnaie neutre, tout simplement parce qu'elle n'agit pas sur les volumes, mais la masse monétaire, elle ne va agir que sur les valeurs parce qu'elle va augmenter P, parce que Q ne peut pas augmenter. D'accord? Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, toujours dans le cadre du cours de la semaine dernière, je suis juste en train de vous faire un petit résumé, donc, comme ça les choses vont être claires. Donc, vous avez la deuxième théorie, c'est la théorie de Cambridge, donc ce qu'on appelle l'équation de Cambridge. Alors, l'équation de Cambridge, en fait, elle ne s'intéresse pas à l'offre de monnaie, en fait. Elle s'intéresse à la demande de monnaie. D'accord? La demande de monnaie, elle nous dit tout simplement que cette quantité demandée, c'est P fois Q, même chose que Fischer, c'est-à-dire prix fois quantité, multiplié par un K. Un K, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle tout simplement, c'est pas le multiplicateur, mais en fait, c'est l'inverse de la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire 1 sur V. Ça, c'est le petit k de la théorie de Cambridge, donc l'équation, ce qu'on appelle l'équation de Cambridge. Et donc, en fait, vous avez vous avez P fois Q multiplié par K, c'est-à-dire divisé par V, tout simplement, parce que K n'est rien d'autre. Donc, je vais l'écrire ici. K, dans la théorie de Cambridge, c'est 1 rapporté à V, c'est-à-dire à la vitesse de circulation de la monnaie. D'accord? Alors, donc dans ce cas-là, en fait, si vous dites que donc la quantité demandée, on va dire ici quantité demandée égale à petit k multiplié par p fois q, d'accord? Eh bien, on va, c'est-à-dire la demande de monnaie, c'est un peu ça. Donc c'est ça ce que dit la théorie de Cambridge. Ça veut dire tout simplement, on peut l'écrire autrement, que la quantité demandée de monnaie, ok, fois V, on peut l'écrire autrement, fois la vitesse de circulation de la monnaie, est égale à P fois Q, à P fois Q. D'accord? Alors, vous avez vu un peu la différence avec Fischer. Fischer, il nous dit c'est la masse monétaire fois la vitesse circulaire. La masse monétaire, c'est l'offre de monnaie. D'accord? Donc, ça vient du système bancaire. L'offre de monnaie, c'est le système bancaire qui offre la monnaie à travers les crédits. D'accord? Fois V égale PQ, ça c'est Fischer. Eh bien, l'équation donc de Cambridge, elle ne raisonne plus en valeur, enfin en offre de monnaie, puisqu'elle s'intéresse à la quantité demandée. C'est-à-dire, les gens, ils vont demander des moyens de paiement en fonction de la valeur des biens et des services qui circulent dans l'économie. Ce qui est normal. C'est-à-dire que, on va dire tout simplement que si j'ai, par exemple, une valeur de la production de 100 000 dirhams, d'accord?
eh bien, je vais demander une certaine quantité de monnaie pour faire l'échange, c'est-à-dire pour acheter ces biens et ces services. Tout pondéré par un coefficient V. C'est-à-dire, vous n'allez pas demander 100 000 donc, dirhams, mais vous allez bien entendu demander peut-être moins ou peut-être plus parce que tout dépend de V, c'est-à-dire le rythme des dépenses. D'accord. Alors maintenant, si par exemple, on est dans une économie où la production, la valeur de la production, c'est-à-dire P fois Q, a augmenté de 20%. Je sais pas. Donc la valeur de la production a augmenté de 20%. On est passé à 120 000 dirhams. Eh bien, la quantité de monnaie va augmenter de 20% aussi. Parce que les gens, ils auront besoin de 20% de monnaie en plus pour acheter la production qui est mise en circulation, la production qui est offerte sur le marché. C'est-à-dire, on va demander la quantité de monnaie en fonction de la valeur des biens et services. C'est normal. Les gens, ils vont demander d'avoir plus d'argent, si vous voulez, pour acheter ce qui est offert sur le marché. Alors là aussi, donc, il n'y a pas d'impact sur l'économie réelle. C'est-à-dire que la quantité de monnaie demandée par les agents économiques, les ménages, les entreprises, etc., va juste dépendre de la valeur de la production et non pas de son volume. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, le prix et l'impact de la hausse des prix sur la quantité de biens et de services offertes sur le marché qui va déterminer le niveau de la demande. Donc, dans ce cas-là, on est encore dans le même raisonnement que la théorie de Fischer, puisque la monnaie, elle est juste utilisée, on va juste la demander, pas pour s'enrichir ou pour mettre plus ou pour acheter plus, mais c'est juste pour avoir suffisamment pour acheter les biens et les services qui sont offerts sur le marché. Alors ça, c'est les deux théories, si vous voulez, les plus traditionnelles. Après, il y a eu un troisième courant, donc beaucoup plus récent, ce qu'on appelle la nouvelle théorie classique, sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine parce que c'est une théorie qui est très très importante, en tout cas parce que elle est représentée par l'un des courants libéraux les plus puissants dans l'économie internationale depuis pratiquement une trentaine, quarantaine d'années. Les nouveaux classiques qui sont faits des théoriciens libéraux. Tels que Robert Lucas, par exemple, qui en fait, si vous voulez, il a donc repris un peu donc les modèles néoclassiques, donc les modèles économiques libéraux qui donnent une importance aux décisions individuelles. Et puis après, ils ont emprunté un peu à la macro et keynésienne et puis ils ont élaboré des modèles qu'on appelle la nouvelle économie classique. Alors on verra ça la fois prochaine. Je parlerai un peu de ce renouveau libéral, notamment à travers la théorie monétariste. Et Robert Lucas, qui est un économiste américain, donc il est toujours vivant, donc il est né en 47 et donc il est très très connu pour ces théories, en tout cas sur la monnaie, le rôle de la monnaie. En tant que libéral, en fait, encore une fois, il va dire, mais la monnaie n'a pas d'impact sur le niveau de la production. On ne va pas juste dire, mettez plus d'argent dans l'économie, et puis l'économie va être prospère, les gens ils vont produire, les gens ils vont consommer, etc. Euh, il nous dit que peut-être, il dit que au départ, quand vous êtes dans une économie stable et que tout à coup, il y a ce qu'il appelle un effet de surprise monétaire, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une hausse des crédits à l'économie. La hausse des crédits, pour lui, elle va entraîner une hausse des prix. La hausse des crédits va entraîner une hausse des prix. Et il dit que les agents économiques habitués à une certaine stabilité monétaire, c'est la stabilité monétaire, c'est des taux d'inflation, on verra ça après, qui sont stables. Hein. Je sais pas, vous dites chaque année, la hausse des prix en moyenne ne dépasse pas 2%, par exemple. Donc, les gens, ils sont habitués à 2%, et puis tout à coup, ils voient que, paf, le prix, il augmente. Ils disent, en principe, la hausse des prix, elle accompagne une période de prospérité jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que si vous êtes dans une économie qui ne bouge pas, une économie qui est donc qui stagne, une économie dépressive, d'accord. Euh, eh bien, dans cette économie,
Mais les prix n'augmentent pas. D'accord? Les prix, en principe, ils augmentent avec l'activité. C'est normal, parce que quand vous avez des gens qui achètent, d'autres qui vendent, d'autres qui investissent, eh bien, ça crée de l'activité. Et c'est cette activité qui participe à la hausse des prix. D'accord? Mais si vous êtes dans une économie saturée, une économie où il n'y a plus rien qui se passe, des gens qui ont de l'argent, ils ne veulent pas dépenser, euh, les gens ils gardent l'argent chez eux, l'épargne, elle augmente, enfin, donc les gens mettent beaucoup plus d'argent de côté euh, plutôt que de les dépenser, eh bien, dans ce cas-là, les prix n'augmentent pas. D'accord? Au contraire, les prix baissent s'il n'y a pas d'activité. Et pour Lucas, il nous dit que s'il y a un effet de surprise monétaire, c'est-à-dire que si tout à coup, dans une phase de stabilité, la quantité de monnaie augmente, les prix ils vont augmenter également, eh bien, ça crée une illusion dans la tête des gens. Les gens, ils vont croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan réel. Ils disent, ah, les prix augmentent, ça veut dire que l'économie, elle est aussi, il y a de la croissance. Et ils vont se mettre à dépenser. Ceux qui étaient au chômage, ils vont dire, c'est le moment pour trouver un emploi, etc. Et puis après, d'après Lucas, d'accord, eh bien, les gens, ils se rendent compte que c'était juste une illusion. C'était juste presque un rêve que l'économie, elle est repartie, mais en fait, elle n'est pas repartie. L'économie, enfin, ce qui a augmenté, c'est juste les prix. Mais le volume, c'est-à-dire la production, elle est ce qu'elle est. D'accord? Et donc, cet effet de surprise monétaire, d'après Lucas, il va euh, avoir pour effet, à très court terme, une hausse donc un impact sur l'économie réelle. C'est-à-dire la production, elle va augmenter, consommation, elle va augmenter, le chômage, il va baisser, etc. Mais dès que les agents économiques se rendent compte que c'était juste un chimère, c'était juste une illusion, d'accord? Eh bien, ils vont revenir à leur situation de départ et l'économie, elle va reprendre la situation dans laquelle elle était, elle va se retrouver dans la situation dans laquelle elle était au départ, d'accord? Donc, d'après les nouveaux classiques, eh bien, la monnaie, s'il y a un effet de surprise monétaire, ça peut créer un impact à très court terme. La production, elle bouge, la consommation, elle bouge, le taux de chômage baisse, d'accord? Mais une fois que cette illusion, elle passe, et une fois que les gens se rendent compte que la seule chose qui a augmenté, c'est les prix, et qu'en fait, ces prix, ils s'expliquent juste par une surprise, par un effet de surprise monétaire, eh bien, on va revenir à la situation de départ et on va dire, l'économie, elle a peut-être bougé, mais en fait, ce qui a bougé, c'est seulement les valeurs, mais pas les volumes. Et donc, quelqu'un qui était au chômage, qui croyait que l'économie est repartie, il a trouvé un emploi parce qu'il a estimé que le salaire qu'il touchait, il a augmenté. Mais en fait, cette augmentation, elle est juste nominale, elle n'est pas réelle. D'accord? Une fois qu'il se rend compte que cette hausse, elle est nominale, c'est-à-dire c'est juste une hausse due à la hausse des prix et non pas au volume, eh bien, on revient à la situation de départ. Alors, on verra ça la semaine prochaine à travers un schéma donc, qui est très, très intéressant, qui est en fait une relecture de la théorie de Phillips, dont je parlerai dans un instant. La courbe qu'on appelle ça la courbe de Phillips, peut-être que vous l'avez vu dans votre cours d'économie générale, eh bien les monétaristes, notamment donc un des représentants les plus puissants, les plus connus du mouvement monétariste qui s'appelle Milton Friedman, donc en fait c'est un grand économiste libéral, monétariste, il nous dit tout simplement la théorie de Phillips, elle doit être revue, elle a été réinterprétée et c'est là où il nous parle un peu des effets d'illusion monétaire et comment est-ce que une fois que cette illusion elle passe, eh bien l'économie elle va se retrouver dans la même situation qu'au départ. D'accord? Voilà. Ça c'est ce que j'ai vu ou moins en tout cas, c'est ce que j'avais enregistré la fois dernière. Alors aujourd'hui, on va essayer de revenir un peu à la théorie keynésienne. Et c'est là où je m'étais arrêté la dernière fois. Donc c'était ça. Voilà. OK. Alors, donc, les keynésiens, bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est que ce courant keynésien, en fait, il a été développé par un économiste britannique très, très célèbre qui s'appelle Keynes. D'accord? Et Keynes, en fait, c'est un économiste du XXe siècle, d'accord? Très, très célèbre, qui a un peu euh,
presque révolutionné, si vous voulez, la théorie économique. Au 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, la théorie économique était une théorie libérale, avec plusieurs courants classiques, néoclassiques, etc., etc. Donc en fait, l'économie libérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les marchés qui vont orienter les comportements des producteurs, des consommateurs, et l'État n'a rien à faire dans l'économie. Un petit peu ça. C'est un peu, si vous voulez, euh, euh, donc, euh, donc ce que dit plus ou moins la théorie classique, néoclassique. Donc, l'économie, elle s'autorégule, elle n'a pas besoin d'une force externe qui s'appelle l'État. Les marchés doivent circuler librement, enfin, les marchés doivent fonctionner librement. Les agents économiques, ils doivent prendre leurs décisions individuelles en toute liberté, sans qu'ils soient influencés par quoi que ce soit, que par leur intérêt personnel, c'est-à-dire l'intérêt personnel pour un consommateur, c'est avoir, si vous voulez, ou prendre des décisions qui lui permettent de maximiser sa satisfaction, son utilité, d'accord? Et du côté de l'entreprise, ben, cet intérêt individuel, c'est prendre des décisions qui maximisent le profit. Et c'est un petit peu ça. Donc, plus ou moins, donc la théorie de Smith, Ricardo, Malthus, etc., etc., ben, ça tourne autour donc de ces grandes idées, si vous voulez, dites libérales. Ben, les keynésiens, ils disent, ben non, c'est que oui, en temps normal, on peut laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans le cadre d'un système libéral, une économie ou un système capitaliste. Les gens, ils cherchent, ils doivent aller ou courir derrière leur intérêt personnel, mais pas quand l'économie ne va pas bien. C'est-à-dire que Keynes, en fait, il a vécu la période de la grande crise de 1929, donc qui était une crise, donc la première grande crise du système capitaliste, où c'est le système qui était donc dans son ensemble menacé de disparaître. Keynes, justement, il a proposé un certain nombre de théories, si vous voulez, pour aider les gouvernements à faire face à cette grande crise. Et parmi donc les propositions de Keynes, c'est que quand l'économie ne va pas bien, les marchés ne fonctionnent pas bien, et il faut justement une force externe au marché pour aller vers une situation d'équilibre. C'est-à-dire que pour Keynes, quand l'économie ne va pas bien, l'État doit intervenir, plus ou moins. Et l'État, il doit faire ce que le secteur privé ne peut pas faire. Quand les gens ne veulent pas consommer, c'est l'État qui doit dépenser pour équilibrer cette perte de consommation privée. Donc l'État lui-même, il consomme en dépensant. Et quand les entreprises ne font plus rien, eh bien c'est l'État qui va faire des choses à leur place. C'est-à-dire c'est l'État qui va soit les aider pour qu'ils continuent à produire. D'accord? Donc, il va leur passer des commandes, ce qu'on appelle des commandes publiques. Il va les aider de différentes façons à travers des subventions, enfin, ce qu'on appelle des aides, à travers des baisses d'impôts, etc., etc. Et un peu la théorie keynésienne, donc, elle tournait autour de ça. Alors, maintenant, Keynes, en fait, par rapport à la monnaie, parce que c'est ça, en fait, ce qui nous intéresse le plus, donc probablement, vous avez un cours d'histoire de la pensée économique et vous aurez peut-être l'occasion de voir un peu quelles sont les principales théories développées par les uns et par les autres. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce cours, c'est justement ce que disent les keynésiens par rapport à la monnaie et quel statut les keynésiens donnent à la monnaie dans le cadre de leur théorie et quelle place la monnaie elle joue dans l'économie. Alors d'abord, la première chose, c'est que la théorie keynésienne est une rupture avec les théories classiques, néoclassiques, donc de la monnaie. Une rupture, pourquoi? Parce qu'ils disent que la monnaie n'est plus neutre. La monnaie, dans l'approche keynésienne, elle peut être utilisée comme un moyen pour influencer le niveau d'activité. C'est-à-dire que si vous mettez plus de monnaie dans l'économie, moins de monnaie d'après Keynes, eh bien vous aurez plus de production, moins de production, plus de consommation, moins de consommation, plus d'investissement, moins d'investissement, plus d'emplois, moins d'emplois, etc., etc. Donc en fait, les keynésiens, ils établissent un lien entre la monnaie qu'on va offrir dans l'économie, d'accord, et
bien sûr, le niveau d'activité. Alors, rappelez-vous de ce terme. Donc, moi, je parle toujours de niveau d'activité économique. Et le niveau d'activité économique, en fait, il est mesuré par le niveau de la production dans l'économie, combien on produit, le niveau du PIB, si vous voulez, du pays, le niveau de consommation des ménages, d'accord, le niveau de l'investissement. D'accord. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de l'activité, ce qu'on appelle l'activité haraka iqtisadiya ou donc, niveau d'activité. Alors maintenant, comment il a remis cette neutralité? En fait, donc la théorie keynésienne, elle a remis en question la neutralité monétaire telle qu'elle était défendue par l'école de Cambridge, par les monétaires, enfin par la théorie de Fischer, essentiellement. D'abord, la première chose, c'est que dans la théorie keynésienne, le public, il a une préférence pour la liquidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents économiques, ils peuvent demander de la monnaie et garder de la monnaie chez eux. D'accord? C'est-à-dire que les agents économiques, pour une raison X ou Y, ils peuvent garder de l'argent chez eux. Ils peuvent thésauriser, comme je l'ai dit. D'accord? Donc, en fait, cette préférence pour la liquidité, euh, déjà, en fait, il nous dit dans sa théorie que la préférence pour la liquidité des agents économiques, elle dépend de trois motifs, de trois raisons. Pourquoi les gens, ils vont garder de l'argent avec eux? D'abord, pour la transaction. C'est-à-dire les gens, ils vont juste demander donc de la monnaie, d'accord, pour acheter. Ça, c'est normal. C'est comme pour donc la théorie quantitative. Les gens, ils demandent de la monnaie pour acheter des biens et des services. Ça, c'est ce qu'on appelle le motif de transaction. Donc, dans ce cas-là, Keynes, il n'a pas apporté grand-chose par rapport aux théories précédentes. D'accord? Donc, par exemple, je vais garder de l'argent pour faire un achat important dans le futur. Par exemple, je vais dire, je prévois dans 3 ans d'acheter une voiture, de renouveler ma voiture. Dans 5 ans, je voudrais acheter un appartement. Dans 10 ans, je voudrais faire le tour du monde. Donc, en fait, ça, c'est la transaction. C'est-à-dire, les gens demandent de la monnaie juste pour faire l'échange. D'accord? Et les deux autres motifs de préférence pour la liquidité, ou ce qu'on appelle la demande de monnaie, tout simplement, pour Keynes, c'est le motif de précaution et le motif d'investissement ou de spéculation. D'accord? Donc, ce sont là, spéculation, investissement, c'est la même chose. Alors, je vais commencer d'abord par la précaution. Alors, la précaution, pour Keynes, il dit que les gens, ils peuvent demander de la monnaie, c'est-à-dire garder de la monnaie, parce qu'ils ont peur de l'avenir. Alors, rappelez-vous, Keynes, en fait, il a écrit son ouvrage principal en 1936. C'était juste 5 ou 6 ans après la grande crise de 1929. Alors, pendant cette période-là, l'État ne faisait pas grand-chose sur le plan économique. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de doctrine d'intervention de l'État dans l'économie. L'État, voilà, il essayait, dans la mesure du possible, de trouver des solutions pour faire sortir l'économie de la crise. D'accord? Alors, maintenant, sur le plan social, l'État ne faisait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de couverture médicale à l'époque. D'accord? Il n'y avait pas d'assurance pour le chômage, par exemple. Il n'y avait pas de système de retraite. Ça n'existait pas. Parce que ces systèmes-là, donc vous êtes né dans ces systèmes, peut-être l'assurance chômage, c'est pas encore maintenant, en tout cas pour le Maroc, peut-être, mais c'est une question dans quelques années, probablement, on va devoir réfléchir sur cette question. Et à l'époque, justement, il n'y avait aucune couverture sociale. Euh, tous les systèmes de protection sociale, en tout cas dans les pays développés, ils datent de 1946, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les systèmes, ils n'existaient pas auparavant. Et donc, Keynes, il disait que les gens, ils peuvent garder de l'argent juste pour se protéger des risques de la vie.
C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez un travail, peut-être demain, vous n'en aurez plus. Donc, il faut mieux avoir un peu d'argent. Vous allez mettre de l'argent de côté de manière à vous permettre de vivre en attendant de trouver un nouvel emploi. La vie, elle est pleine de risques. La maladie, par exemple. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance maladie. Donc, toutes ces couvertures médicales, ben, elles datent de 20 ans ou 30 ans après. Donc, les gens, ils peuvent garder de l'argent, mettre de l'argent de côté, de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser pour aller se faire soigner, donc pour aller consulter un médecin, pour acheter des médicaments, etc., etc. D'accord? Et un autre donc motif, toujours par rapport à la précaution, les gens, ils peuvent garder de l'argent pour pouvoir vivre une fois qu'ils ne peuvent plus travailler. À l'époque, il n'y avait pas de système de retraite. Aujourd'hui, on va dire, oui, vous partez à la retraite à 60 ans, ou à 62 ans, ou je ne sais pas quoi. Parce que vous partez à la retraite, vous avez une pension. C'est-à-dire, il y a un organisme de retraite qui va vous verser une pension parce que vous avez cotisé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une caisse et il est tout à fait normal qu'on vous paye, on vous donne on vous verse une pension. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc finalement, les gens, ils mettaient de l'argent de côté dans le cas où, je dirais pas pour se prévenir, mais en tout cas pour pouvoir donc trouver un petit quelque chose qui va leur permettre de vivre après, lorsqu'ils ne peuvent plus travailler, lorsque ils sont vieux, bien sûr. Ça, c'est la précaution. Et dans la théorie, les théories un peu libérales ou classiques, néoclassiques de la monnaie, on ne parlait pas de la précaution. On disait non, les gens, ils vont juste demander de la monnaie pour faire de l'échange. Mais on ne peut pas garder de l'argent pour faire face à ces risques. Et Keynes, en fait, il a dit, c'est un motif. Et c'est un motif important, qui n'existait pas auparavant. Et puis le troisième motif, c'est la spéculation. La spéculation, c'est l'investissement. C'est ça. Keynes, il parlait de spéculation, mais en fait, c'est le motif d'investissement. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent garder des moyens de paiement, ils peuvent demander de la monnaie, ils ont une préférence pour la liquidité, d'accord? Parce qu'ils veulent faire des investissements dans le futur. Donc, vous faites un investissement, c'est-à-dire vous allez tout simplement acheter des actifs dans le futur, d'accord? Vous constituez une épargne de manière à ce qu'il vous permette donc d'acheter des actifs, euh, notamment des titres, par exemple. Vous allez acheter des actions, vous allez acheter des obligations, vous allez peut-être acheter j'en sais rien, des biens immobiliers, etc., de manière à améliorer vos revenus. Hein. Vous n'êtes pas dans une logique où vous gardez de l'argent juste pour faire face au risque. Ça, c'est la précaution. Ou bien juste pour acheter quelque chose qui est très important dans le futur, qui demande une somme d'argent importante. Quand vous faites de la spéculation, vous le faites dans le but de constituer des actifs ou constituer un capital, d'accord, qui va être générateur de revenus. C'est ça, un investissement. C'est-à-dire que vous allez acheter, je ne sais pas, si vous aimez les actions des entreprises, eh bien, vous allez dire, pour l'instant, je vais mettre de l'argent de côté et de manière à ce que je puisse acheter des actions dans le futur. Keynes, il parlait beaucoup plus des obligations. On verra ça tout à l'heure à travers la théorie de la demande de monnaie. Et il disait que, en principe, les gens, ils vont garder plus de monnaie ou moins de monnaie en fonction du taux d'intérêt, c'est-à-dire en fonction des revenus que vont apporter ou que vont générer ces titres, notamment sous forme d'obligations. D'accord? On va voir ça dans un instant. Alors, donc, trois motifs de préférence pour la liquidité. Et en fait, quel impact maintenant cette préférence pour la liquidité sur l'économie réelle? Il dit que chaque fois que les gens ont une préférence pour la liquidité, il y a un effet d'éviction sur la demande de biens et de services et donc sur le volume de transactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que les gens, ils gardent de l'argent chez eux, ça veut dire que cet argent, ils ne le consomment pas. Ils vont le garder. Ils vont consommer peut-être plus tard la transaction. Ils vont utiliser cet argent plus tard, quand ils seront plus vieux ou quand ils seront malades. S'ils sont jamais malades, peut-être qu'ils vont jamais l'utiliser. Euh, pour l'investissement, c'est la même chose. Quand vous gardez de l'argent dans le but d'investir, peut-être vous allez investir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc,
pour Keynes, chaque fois que les agents économiques, ils ont une préférence pour la liquidité, c'est comme s'ils retirent de l'argent du circuit, plus ou moins. Ça ne tourne pas dans le circuit. Et ça va créer un effet d'éviction. Éviction, ça vient du verbe évincer, ça veut dire écarter. La consommation sera écartée. La demande de biens et de services sera écartée. Et donc, en fait, chaque fois que vous avez une préférence pour la liquidité, ça se fera au détriment de la demande qui fait partie de l'économie réelle. D'accord? C'est-à-dire, chaque fois que je garde de l'argent chez moi, par exemple, donc si on essaie de faire une petite caricature, on va dire, je prends une somme d'argent parce que je veux faire quelque chose dans l'avenir et je mets cet argent sous mon lit. Je retire cet argent du circuit. Ça veut dire que je vais sacrifier une partie de la demande. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter, je ne vais pas sortir au restaurant avec mes amis, je ne vais pas peut-être voyager. Donc l'argent, il n'est pas dépensé. Là, et s'il n'est pas dépensé, eh ben, la demande de biens et de services, elle va baisser. Et donc pour Keynes, chaque fois que vous avez une préférence pour la liquidité, eh bien l'économie réelle, elle va être touchée. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'effet d'éviction, c'est-à-dire une partie de la demande, elle va être écartée. D'accord? Une partie de la demande, elle va tout simplement disparaître, ou bien la demande, elle va tout simplement baisser, tout simplement parce que les gens, ils ont gardé de l'argent plutôt que de le faire circuler. Vous voyez un peu le lien, comment il a mis ce lien entre la monnaie et le niveau de la demande à travers cet effet d'éviction. Ça, c'est le premier effet. C'est le premier moyen qui a permis à Keynes de montrer le lien entre la monnaie et l'économie réelle, notamment la demande ou ce qu'on appelle le volume des échanges ou bien le volume des transactions. Le deuxième moyen qui a permis à Keynes de remettre en question la neutralité monétaire, c'est la fixation du taux d'intérêt. Alors, aujourd'hui, un taux d'intérêt, eh bien, on va le qualifier de prix de l'argent. Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne maintenant. On va dire le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je prête une somme d'argent, eh bien, la personne, elle doit me payer un revenu pour ça. Ce revenu, il est calculé en fonction du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, en fait, c'est le prix du sacrifice. C'est-à-dire, si je mets une somme d'argent à la disposition de quelqu'un, moi, je me sacrifie. Cette somme, je ne vais pas l'utiliser moi, mais je vais la transmettre à quelqu'un. Et donc, ce sacrifice m'oblige, si vous voulez, à demander une rémunération. Je veux dire, écoutez, je te mets à ta disposition cette somme d'argent pendant 1 an. Eh bien, moi, je me suis privé. Toi, tu en as profité. Donc, il faut non seulement me rendre mon argent au bout d'un certain temps, mais en plus, il faut payer ce qu'on appelle le taux un taux de rémunération de ce sacrifice. Et pour Keynes, en fait, le taux d'intérêt, et à la différence de ce que pensaient les théories classiques, néoclassiques, le taux d'intérêt dans la conception keynésienne, en fait, il a quelque chose de particulier. D'abord, pour montrer un peu que le taux d'intérêt, ce n'est pas c'est pas dans l'économie réelle qui se fixe, mais sur un marché qui s'appelle le marché de la monnaie, il part d'un certain nombre d'idées. D'abord, il nous dit que l'épargne, c'est-à-dire l'argent que les gens vont mettre de côté, d'accord, ne dépend pas du taux d'intérêt. Donc, pour vous, peut-être ça paraît normal. Vous allez dire que oui, mais c'est pas le taux de rémunération qui me pousse à mettre plus d'argent de côté. Pour un classique néoclassique, il disait non, le taux d'intérêt, puisque le taux d'intérêt c'est la rémunération du sacrifice, eh bien effectivement, vous allez mettre plus d'argent de côté si les taux d'intérêt sont élevés. Plus les taux sont élevés, plus les gens vont mettre de l'argent de côté parce qu'ils vont dire cet argent, il va me rapporter encore plus dans l'avenir. Keynes, il dit non. Il dit que l'épargne, c'est-à-dire comment dirais-je, la partie du revenu
non consommé, ça c'est l'épargne. Hein, l'épargne, l'argent que vous mettez de côté, c'est un argent qui n'est pas consommé. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, vous touchez 5000 dirhams, vous allez dire, j'ai besoin de 4000 dirhams pour consommer, pour payer mon loyer, pour payer mon transport, ma nourriture, etc., etc. Et donc, il me reste 1000 dirhams de côté. Ça, c'est ce qu'on appelle une épargne. D'accord? L'épargne, c'est tout simplement la partie du revenu qui n'est pas consommée. Et pour les classiques, néoclassiques, ils disent que cette épargne, en fait, elle va dépendre du taux d'intérêt. 15, il dit non. L'épargne, elle ne dépend pas du taux d'intérêt, mais elle dépend du niveau du revenu, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui est normal, mais à l'époque, c'était un grand débat. C'est-à-dire que pour les uns, ils disent non, non, donc c'est le prix de l'argent qui va déterminer donc, la partie que vous mettez de côté. Qu'est-ce qu'il dit? Le taux d'intérêt, en tout cas, il ne joue pas un rôle important ou il n'explique pas le fait que les gens mettent plus d'argent parce que les gens, ils mettent plus d'argent parce que le revenu a augmenté, tout simplement. Donc, en fait, il y avait toute une théorie qui s'est développée pendant cette période-là sur les déterminants de l'épargne. L'épargne, donc, en fait, elle dépend du revenu. Et on va voir un peu quel est l'impact sur cette neutralité monétaire. Le deuxième aspect, toujours par rapport au taux d'intérêt, il nous dit que le taux d'intérêt ne se fixe pas sur le marché du capital. Le marché du capital, capital, ça veut dire épargne. D'accord? Donc, mettez-vous ça dans la tête. On va dire le capital, c'est l'argent que vous avez mis de côté, c'est l'épargne. Et donc, en fait, il y a un marché des capitaux. Et sur ce marché des capitaux, eh bien, il y a ceux qui offrent l'épargne et ceux qui demandent l'épargne. D'accord? Et Keynes, il nous dit que le taux ou l'intérêt, ou le taux d'intérêt pour être plus précis, ne se fixe pas sur le marché des capitaux, mais sur le marché de la monnaie. Donc, en fait, pour lui, il y a deux compartiments dans le marché des financiers, si vous voulez. D'abord, vous avez un marché des capitaux où les gens viennent donc offrir, demander de l'épargne pour l'investissement, si vous voulez. Il y a ceux qui veulent investir d'un côté, ils sont en besoin de financement, et ceux qui veulent placer cet argent parce qu'ils sont en capacité de financement. D'accord? Mais il dit que le taux d'intérêt, d'abord et à la base, il se fixe sur un autre compartiment qui s'appelle le marché de la liquidité, le marché de la monnaie. C'est-à-dire que c'est un marché à très court terme où vous avez des gens qui sont en excédent de moyens de paiement et d'autres qui sont en déficit de ces moyens de paiement. Alors ces gens-là, c'est qui? En général, c'est des banques. Il y a des banques qui ont plus de liquidité, d'autres qui ont moins de liquidité, ce qu'on appelle le marché interbancaire, avec l'intervention de la Banque centrale. On va voir ça quand on va traiter la politique monétaire. Et on va montrer que ce marché de la liquidité, ou ce qu'on appelle le marché de la monnaie, qui soit interbancaire, c'est-à-dire donc des opérations de prêt d'emprunt, de liquidité, c'est-à-dire de base monétaire, comme on l'a dit, c'est-à-dire donc de monnaie centrale, pour être plus précis, d'accord? Eh bien, c'est d'abord entre les banques et la Banque centrale et surveille. D'accord? Elle va dire, les banques vont prêter, emprunter entre elles, elles vont fixer un taux d'intérêt, d'accord? Donc, ce qu'on appelle le taux d'intérêt interbancaire, ok? Et la Banque centrale, elle surveille. Elle va voir, est-ce que ce taux d'intérêt, il est fixé au bon niveau ou il n'est pas situé au bon niveau? S'il est situé au bon niveau, elle ne fait rien, la Banque centrale. S'il est situé au mauvais niveau, donc un niveau qui n'est pas conforme par rapport aux objectifs donc de l'État, enfin les objectifs de la politique économique, eh bien la Banque centrale, elle a les moyens pour mettre plus de monnaie centrale ou moins de monnaie centrale sur ce marché, de manière à ce que le taux soit fixé au bon niveau. Alors une fois que ce taux est fixé, une fois que ce taux d'intérêt donc fixé sur le marché monétaire, d'accord, eh bien, il va influencer tous les autres taux d'intérêt qui sont pratiqués sur des opérations immobilières, sur des opérations pour financer des investissements, etc., etc. Donc, le taux d'intérêt au départ, d'accord, il est d'abord fixé sur un marché monétaire et ça, c'est le taux d'intérêt qui va servir à déterminer les taux d'intérêt pratiqués sur d'autres opérations. Je ne sais pas, je donne un petit exemple très très simple. On va dire, par exemple, que le taux d'intérêt sur le marché monétaire, il est fixé à 2% en fonction de l'offre et de la demande de la base monétaire, ou ce qu'on appelle la monnaie centrale, rappelez-vous ça, donc c'est des choses qu'on a vues il y a déjà quelques semaines, on le fixe à 2%.
Et après, on a par exemple une banque de la place qui veut donc lever des fonds sur le marché obligataire. Donc, elle a besoin d'argent parce qu'elle veut acheter donc installer de nouvelles agences ou bien elle veut investir à l'étranger ou je ne sais pas quoi. Et donc, l'obligation que cette banque va émettre sur le marché, donc elle va vendre sur le marché à des investisseurs, d'accord, elle est offerte avec à un taux d'intérêt. C'est l'obligation, elle est rémunérée par un taux d'intérêt, ce qu'on appelle un coupon, d'accord. Et ce coupon, justement, qui est la rémunération donc de l'obligation, on le détermine à partir du taux d'intérêt qu'on a fixé sur le marché de la liquidité. J'ai dit tout à l'heure 2%, ça c'est le marché de la liquidité, et la banque en question qui vend des obligations, elle va dire je vous les vends et je vous propose un taux d'intérêt de 4%. D'accord? Alors, dans les 4%, on a quoi? En fait, on a les 2% d'intérêt sur le marché monétaire. Donc ça, c'est la banque, bien sûr, elle doit donc, se baser sur ce taux, donc qui est en fait le taux qui reflète le mieux l'état de rareté de la liquidité sur le marché monétaire. Et les 2%, en fait, ils correspondent à une prime de risque. C'est-à-dire, donc la banque centrale, enfin, donc la banque en question, pardon, elle va dire 2%, ça, parce que c'est le prix de l'argent. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il est 2%. Mais moi, en tant donc, banque, en général, je vais fixer un taux un peu plus élevé parce que peut-être le risque pour que je paye pas, que je ne rembourse pas ces obligations, donc fait que je dois offrir un taux plus élevé aux investisseurs. D'accord? Donc, le taux interbancaire, il ne faut pas l'oublier, ou le taux du marché monétaire, pour être plus précis, eh bien, c'est le taux, ou plutôt, le taux d'intérêt se fixe sur le marché monétaire. Et ce taux, une fois qu'il est fixé, il va servir de base pour calculer d'autres taux d'intérêt, notamment des taux d'intérêt hypothécaires, par exemple donc les crédits immobiliers, les taux d'intérêt sur les obligations, les taux d'intérêt pour donc financer donc comment dirais-je des exportations, etc., etc. D'accord? Et Keynes, en fait, il nous dit que ce taux, c'est juste une question d'offre et de demande. C'est le marché de la monnaie qui fixe le taux d'intérêt et non pas le marché de l'épargne. Et donc là, il dit, donc en général, que la confrontation de l'offre et la mode, donc et non de la confrontation de l'épargne et de l'investissement, c'est pas S et I qui fixent le taux d'intérêt, comme vous l'avez vu dans votre cours donc de macroéconomie, donc où on vous a parlé donc de S, c'est-à-dire l'épargne et l'investissement, mais le taux, il est fixé juste sur un marché qui s'appelle le marché de la monnaie, d'accord? Et ce marché, une fois qu'il fixe le taux d'intérêt, eh bien, ça va influencer les taux d'intérêt sur d'autres marchés, donc, bien entendu. Et donc, en fait, pour Keynes, toute augmentation de l'offre de monnaie réduit le taux d'intérêt, d'accord? Ce qui va favoriser l'investissement. Vous voyez un peu l'entrée, comment il a établi le lien entre la monnaie. Donc la monnaie, le marché de la monnaie fixe le taux d'intérêt. D'accord? Une fois que le taux d'intérêt, il est déterminé, d'accord? Eh bien, l'offre de monnaie, si vous mettez plus de base monétaire, par exemple, sur le marché, ben, le taux d'intérêt, il va baisser, d'accord? Et si le taux d'intérêt baisse, cela veut dire qu'il y a des gens qui viendront emprunter de l'argent pour investir, et investir, c'est de l'économie réelle. Hein. Donc, pour un économiste, investir, c'est constituer un capital réel. D'accord? Un économiste, quand il parle d'investissement, l'investissement, c'est acheter des machines, c'est construire des immeubles, c'est acheter des technologies, donc des brevets, c'est acheter du mobilier, etc., etc. Donc le capital pour un économiste, ou l'investissement, pardon, pour un économiste, c'est d'abord et avant tout la constitution d'un capital réel. Pour un économiste, l'investissement, ce n'est pas ce que vous allez faire en bourse. D'accord? Vous allez acheter n'importe quoi, vendre n'importe quoi pour gagner de l'argent. Pour un économiste, l'investissement, il est
d'abord et avant tout quelque chose de réel. D'accord? C'est-à-dire, quand on investit, d'après les économistes et d'après Keynes essentiellement, et donc vous allez constituer un capital réel, pas un capital financier, c'est un capital réel. Et donc, ce qui se passe sur le marché à monnaie, d'accord, en fixant un taux d'intérêt élevé ou moins élevé, d'accord, ça va influencer l'économie réelle, c'est-à-dire l'investissement. D'accord? Si par exemple vous avez un taux d'intérêt qui est faible, eh bien il y a des gens qui vont se mettre à accumuler pour constituer un capital réel. Ils vont investir pour acheter une usine, pour construire une usine, pour comment dirais-je, pour acheter des biens d'équipement, acheter des machines, etc., etc. Et donc chaque fois que le taux d'intérêt fixé sur le marché de la monnaie est faible, ça va influencer l'investissement, c'est-à-dire l'économie réelle, ce qui va bien sûr avoir un effet sur la production, parce qu'une entreprise qui investit, elle va augmenter sa capacité de production, donc économie réelle, elle va créer encore plus de biens et de services, et dans ce cas-là, la monnaie, elle a perdu sa neutralité. D'accord? Donc ça, c'est important. Et Keynes, justement, sont ces deux théories, donc, ou ce qu'on appelle la mini-révolution keynésienne, notamment ce concept de la préférence du public pour la liquidité et le mode de fixation de taux d'intérêt, ou le lieu où se fixe le taux d'intérêt, était pour lui le moyen pour montrer le lien entre la monnaie, d'accord, la quantité de monnaie et bien entendu l'économie réelle, c'est-à-dire la production, l'investissement, la consommation, etc., etc. D'accord? Alors maintenant, je vais juste vous parler de quelque chose et là je vais partager avec donc mon écran. Donc je vous ai tracé une petite la courbe de la demande de monnaie chez Keynes. Et donc là, on va mieux, si vous voulez, ce que je viens de dire, donc, mais sous forme d'un petit modèle. Alors en fait, l'investissement ou l'impact de la croissance de l'offre de sur le niveau d'activité économique, il faut le relativiser parce que tout dépend, bien sûr, de l'état d'utilisation des facteurs de production. Encore une fois, Keynes dit que sa théorie, elle ne vaut que si les facteurs de production ne sont pas pleinement employés. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand vous avez une économie qui est en crise, une économie qui est en récession, c'est-à-dire une économie où la production, elle baisse, ou une économie qui est complètement dans un état de dépression. Donc, l'appareil de production n'est pas pleinement utilisé. Pourquoi? Parce que d'un côté, période de crise, récession, dépression, le taux de chômage, il est élevé, normal, parce que quand ça va mal, ben, le taux de chômage, il augmente. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler. Donc, dans ce cas-là, il y a le facteur travail. Et donc, on ne peut pas dire que l'économie, elle est proche de ces, donc, elle est pleinement, ou les capacités sont pleinement utilisées, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'hypothèse de Cher. Keynes, il dit que ma théorie, elle ne vaut que si, justement, l'économie n'est pas en plein emploi, facteur de production, c'est-à-dire que l'offre de monnaie, parce que c'est ça en fait, donc l'essentiel de sa théorie dit que l'offre de monnaie qui émane essentiellement donc du système bancaire influencé par la banque centrale, d'accord, donc cette question de base monétaire, donc ou de monnaie centrale, Keynes dit effectivement, si vous offrez plus de monnaie dans l'économie et que l'économie elle est en sous-emploi, eh bien dans ce cas-là, sa théorie elle marche. C'est-à-dire, il va dire, je vais donner plus d'argent aux gens, c'est ça en fait, plus d'offres de monnaie, je vais distribuer plus de crédit à l'économie avec des taux d'intérêt faibles, d'accord? Eh bien, les gens, une fois qu'ils ont cet argent, supposons que l'économie elle est une économie fermée, donc elle n'a pas de relation avec l'étranger. Donc ça, c'est une hypothèse qui est très importante. Eh bien, je donne à quelqu'un 1000 dirhams de crédit, eh bien, cette personne, elle va dépenser ces 1000 dirhams, va acheter, je ne sais pas, quelque chose sur le marché. Eh bien, celui qui lui a vendu, il a bien acheté ça quelque part où il l'a produite. D'accord? Donc, en fait, la production, elle va augmenter pour satisfaire cette demande supplémentaire créée par une offre de monnaie supplémentaire. D'accord? Le deuxième élément, c'est toujours par rapport aux capacités de production. Keynes, il dit que les machines,
les usines, si vous voulez, ne tournent pas à 100%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines qui ont des capacités, mais elles sont sous-employées. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans une usine de textile, les machines qu'elle a peuvent produire 100 000 chemises par mois, mais étant donné que la situation économique elle est bonne, eh bien, elles ne produisent que 40 000. Donc, elles ont 60 000, elles peuvent, elles ont les machines pour ça, mais justement, l'activité, elle est donc, elle n'est pas enfin, le niveau d'activité n'est pas bon, et donc finalement, on ne produit pas beaucoup. Et donc, pour 15, si vous augmentez la masse monétaire, dans ce cas-là, vous augmentez la masse monétaire de manière indirecte en mettant plus d'offres ou en augmentant, pardon, l'offre de monnaie, eh bien, cet accroissement de l'offre de monnaie, elle va alimenter la consommation, donc, bien sûr, ce qui va pousser l'entreprise à augmenter sa production. Donc, au lieu de produire 40 000 chemises, ben, elle va passer à 80 000 chemises, bien sûr. Donc, sans cette hypothèse, encore une fois, Keynes, il nous dit l'accroissement de la masse monétaire ou de l'offre de monnaie dans un contexte marqué par le plein emploi, ça ne peut provoquer que l'inflation. Donc là, il rejoint un peu ce que disaient les classiques. Mais par contre, si l'économie elle est en sous-emploi, et il ne faut pas oublier que Keynes il a développé sa théorie dans une situation de sous-emploi, 1936, donc toute l'économie elle était à l'arrêt. Donc la crise, le chômage, la baisse de la production, consommation presque inexistante, etc., etc. Et Keynes il a dit tout simplement que si on augmente l'offre de monnaie, c'est-à-dire on distribue plus de crédit à l'économie, d'accord? Eh bien, dans un contexte de sous-emploi, eh bien, ça va augmenter les capacités de production. Donc, les entreprises, elles doivent bien sûr produire plus pour satisfaire cette demande. Et pour produire plus, ben, elles vont utiliser les machines qu'elles ont, mais elles vont commencer à recruter des travailleurs, c'est-à-dire à créer des emplois. Mais si vous le faites, vous augmentez cette masse monétaire ou cette offre de monnaie dans un contexte marqué par le plein emploi des facteurs de production, Keynes, il rejoint la théorie classique, il dit, dans ce cas-là, la seule chose qui va augmenter, c'est les prix, et on va parler d'un écart inflationniste, etc., etc. D'accord. Et le deuxième élément, toujours, donc les conditions, c'est que cet impact peut ne pas se produire dans deux cas. Si l'économie elle est en plein emploi, dans ce cas-là, ça sera que de l'inflation, mais l'économie ne sera pas relancée. Et puis il y a ce concept qu'on appelle la trappe à la liquidité, que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Alors, je vais partager un autre document avec vous. Est-ce que vous partagez mon écran? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Non, monsieur, le stream reste noir. Il reste noir, d'accord, Non, très bien. Merci beaucoup. Merci, je vais essayer de résoudre ça tout de suite. Alors, on a ici, on va dire ici, je vais enlever ça. Vous voyez maintenant? Oui, Oui, monsieur. monsieur. oui, monsieur. Oui, merci beaucoup. Alors, donc là, ça résume un peu cette théorie. Donc, je vais essayer un petit peu, comme ça, tout le monde peut voir ce que je suis en train de dire. Alors, euh, ça résume un peu cette théorie, si vous voulez. Keynes, il nous dit que sa théorie euh, sur le lien entre la monnaie et l'économie réelle, elle ne peut marcher que dans deux hypothèses. L'économie, elle est en sous-emploi. Dans ce cas-là, c'est évident. Vous augmentez l'offre de monnaie,
Ça veut dire vous allez donner des crédits aux gens. Donc, pour être très très simple, pour ne pas trop compliquer les choses, les gens vont dépenser et l'économie réelle, elle va être touchée. Plus de consommation, plus de production. Peut-être des entreprises, elles vont investir, etc., etc. Et l'économie, elle repart. D'accord. Et il dit que la deuxième hypothèse, il faut pas qu'on se trouve dans une situation de trappe à la liquidité. Donc là, vous voyez un peu sur le schéma, sur le petit graphe, il y a cette question de trappe à la liquidité que je vais vous expliquer dans un instant. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu brouillon, hein, donc, mais ne vous en faites pas, je vais essayer de commencer par l'essentiel. Donc là, en fait, on a un schéma sur la demande de monnaie dans la théorie keynésienne. Alors, Keynes, en fait, la demande de monnaie, comme vous le savez bien, c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Donc là, vous avez donc sur l'axe des abscisses, vous avez la quantité de monnaie qu'on va demander offrir, hein, bien sûr, et vous avez le prix de l'argent, le taux d'intérêt. Et Keynes, il nous dit, donc maintenant, je vais juste essayer de vous expliquer un peu cette courbe qui, dans un premier temps, c'était une droite, après elle est devenue une courbe, et après elle est devenue une droite qui tend vers l'infini. D'accord. Alors, Keynes, il dit que dans la demande de monnaie, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la préférence du public pour la liquidité. C'est ça la demande de monnaie keynésienne. D'accord? La préférence du public pour la liquidité. Et j'ai dit tout à l'heure que les agents économiques, ils préfèrent la liquidité pour trois motifs. Le motif transaction, précaution, spéculation. Ça, c'est la demande de monnaie keynésienne. D'accord? Alors Keynes, il nous dit que dans cette demande de monnaie, justement, on distingue au moins deux phases, si vous voulez. Deux phases très importantes. D'abord, euh, cette partie qui est cette droite verticale que vous avez ici. Je ne sais pas si je l'ai bien dessiné, mais c'est une droite verticale. Hein, d'accord. Ça montre quoi? Ça montre que quel que soit cette première partie, quel que soit le niveau du taux d'intérêt, la demande de monnaie reste la même. Elle ne bouge pas. Donc, vous prenez n'importe quel point ici, vous allez dire 5% d'intérêt, ça vous donne cette demande de monnaie. 4%, ça vous donne sa même demande de monnaie. Jusqu'à ce niveau-là, eh bien, la demande de monnaie, elle ne bouge pas, même si le taux d'intérêt, il est variable. Donc, on va dire que pour cette première partie de la demande, eh bien, la demande, elle est inélastique au taux d'intérêt. Donc, vous vous rappelez de ça. Donc, probablement dans votre cours de microéconomie, on vous a parlé de l'élasticité. L'élasticité, en fait, de la demande, de l'offre par rapport au prix, par rapport au revenu, etc., etc. Eh bien, si on applique cette théorie à la demande de monnaie pour Keynes, eh bien, Keynes, il nous dit que la demande de monnaie, au départ, elle est inélastique au taux d'intérêt. C'est-à-dire, elle ne bouge pas donc en fonction de l'intérêt. Ça veut dire que le taux d'intérêt pour cette première phase de la demande, il n'a aucune influence sur la demande de monnaie. Elle reste toujours la même. Parce que cette première partie de la demande, elle dépend du revenu. Et c'est là où on va trouver les deux motifs, à savoir le motif de transaction et le motif de précaution. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'ai dit le motif de transaction et le motif de précaution, il ne dépend pas du taux d'intérêt, mais il va dépendre du niveau du revenu, qu'on n'a pas ici. C'est-à-dire que, pour être très très simple, on va dire, euh, si mon revenu s'accroît, d'accord, eh bien, je vais penser dépenser plus. Je vais avoir une préférence pour la liquidité pour faire des transactions plus grandes. C'est-à-dire, je vais acheter, je sais pas, une maison, un château, je vais acheter une voiture donc de luxe, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, ça ne dépend pas du taux d'intérêt. Cette préférence pour la liquidité pour motif de transaction, elle va dépendre du revenu. Si je suis plus riche, eh bien, je vais tout simplement avoir ou mettre de l'argent de côté, si vous voulez, qui va me permettre de faire des achats énormes. Donc, dans ce cas-là, on est tout simplement
dans une économie réelle, en fait, c'est-à-dire que la quantité de monnaie dans ce cas-là que je vais réserver, que je vais constituer, que je vais mettre de côté de manière à faire des achats importants, dépend de mon niveau de revenu. Donc, ne dépend pas du taux d'intérêt. Donc, tout cette première partie de la demande qui est inélastique. La, la demande de monnaie, c'est ça, la demande de monnaie, dans une première phase, elle est inélastique. Pourquoi? Parce que je suis dans le motif de transaction et je suis dans le motif de précaution. C'est-à-dire que les gens, quand ils deviennent plus riches, d'accord, eh bien, ils vont mettre plus d'argent pour constituer une épargne pour bien vivre le jour où ils seront à la retraite, par exemple. Ou bien les gens, ils vont constituer une épargne de précaution pour se prémunir des risques de la vie. Euh, Ils vont dire, tout le monde est exposé à un risque de maladie, donc un risque de chômage, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va constituer une épargne de précaution, et cette épargne de précaution, elle ne dépend pas du taux d'intérêt, elle dépend du revenu, encore une fois. Donc, d'où cette constance. La constance, en fait, cette partie-là, donc je l'ai bien marquée avec cette petite droite horizontale. Lorsque je suis là, eh bien, je suis dans la partie de la demande de monnaie qui ne dépend pas du taux d'intérêt, mais elle dépend du niveau du revenu. C'est-à-dire que si la demande tout entière, elle se déplace dans l'espace, on n'est pas le long, mais on est donc dans l'espace, si vous voulez. C'est-à-dire la demande de monnaie, si elle se déplace vers la droite, ça veut dire que j'ai plus de revenus, donc ma demande de monnaie va s'accroître pour la précaution et pour la transaction. D'accord? Par contre, on peut se déplacer vers la gauche. Par exemple, si mon revenu s'est dégradé, eh bien, ma demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution va baisser parce que je gagne moins. D'accord? Très important. OK. Après, on a la deuxième phase. Et ça, c'est la phase la plus importante dans la théorie keynésienne. Il nous dit que cette demande de monnaie, cette partie-là, donc qui est délimitée par cette droite horizontale et par cette droite verticale, donc toute cette partie-là, c'est la demande de monnaie qui est élastique au taux d'intérêt. C'est-à-dire, regardez, si vous avez un taux d'intérêt ici, la quantité de monnaie, elle va être là. Si vous avez ce taux d'intérêt 1, ben, la demande de monnaie, elle est là. Si vous êtes à I0, la demande de monnaie, elle est là. Si vous êtes à I2, la demande de monnaie, elle est encore plus importante. D'accord? Donc, cette partie-là, en fait, c'est la partie de la demande de monnaie qui dépend du taux d'intérêt. Elle ne dépend pas du revenu. Et cette partie-là, elle correspond au motif d'investissement ou bien de spéculation. Pour Keynes, la partie de la demande de monnaie qui dépend du taux d'intérêt, en fait, c'est juste une demande de monnaie que je vais constituer, qui va augmenter ou baisser en fonction du taux d'intérêt. Alors là, tenez-vous bien, juste une petite explication qui peut paraître des fois un peu compliquée, mais donc je vais essayer d'être le plus simple possible. J'ai une somme d'argent, d'accord, que je garde, mais je garde pour faire des investissements. C'est-à-dire, je veux devenir riche. Je veux devenir riche. Je veux faire des investissements dans le futur qui vont me permettre d'augmenter mes revenus, d'augmenter ma fortune, etc., etc. D'accord? Ça, c'est un motif de spéculation. Et Keynes, quand il a parlé du motif de spéculation, il a pensé à un actif essentiel. C'est les obligations. Les obligations. Les obligations, c'est des titres de créance. D'accord? Vous achetez une obligation. L'obligation n'est pas un titre de propriété. Quand vous achetez une obligation sur le marché, en fait, vous allez juste prêter votre argent à quelqu'un sur un marché, une grande entreprise, l'État, etc., etc. Et cette grande entreprise ou cet État, il va vous dire, écoutez, vous me prêtez cet argent pendant 10 ans, je vous donne ce papier, valeur, qui s'appelle l'obligation, et chaque année, je vous donne tant d'intérêt. Et au bout de 10 ans, je te rembourse ton argent. D'accord. Donc, on est juste dans un titre de créance pour celui qui achète et un titre d'endettement pour celui qui est emprunteur. D'accord. Et Keynes, en fait, quand il parle de la spéculation, il pense essentiellement au marché obligataire. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit que si les taux d'intérêt sont faibles, par exemple, prends I2,
I2, on a une quantité de monnaie qui est très élevée. C'est-à-dire les gens, quand les taux d'intérêt sont faibles, ben, ils gardent leur argent. Ils disent c'est pas la peine d'investir parce que ça rapporte rien. D'accord? Par exemple, j'ai 1 million de dirhams et je suis un investisseur. Et on me dit, eh bien, si vous achetez des obligations de l'État marocain, supposons, on vous donne 1%. Pour moi, 1%, je dis non, ça ne vaut pas la peine. La liquidité, pour moi, elle est plus importante que de mettre cet argent pendant 10 ans au service de l'État et il me donne 1%. Ça couvre quoi? 1%. C'est rien. Donc, ma demande de monnaie, elle est élevée. Je garde l'argent chez moi dans le motif d'investir, avec le motif, avec l'idée de l'investir quand les choses vont s'améliorer. D'accord? Maintenant, si vous prenez par exemple le taux d'intérêt I1, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On est passé I2, ça correspond à cette quantité de demande de monnaie. Vous pouvez mettre, vous, donc si jamais vous avez votre papier devant vous, vous mettez par exemple quantité D2, quantité demandée de monnaie correspondant à un intérêt de 2. Alors maintenant, si le taux d'intérêt augmente, on passe de I2 à I3, eh bien la quantité de demande de monnaie, elle va baisser. Elle va tendre vers zéro. Ça veut dire que je vais réduire ma monnaie, les moyens de paiement qui sont à ma disposition. Pourquoi? Parce que je vais les investir. C'est ça. C'est-à-dire que la demande de monnaie, vous gardez des avoirs parce que les taux d'intérêt sont faibles, mais dès que les taux d'intérêt augmentent, vous lâchez. C'est-à-dire vous allez investir cet argent et votre demande de monnaie, elle va baisser. Et donc si vous allez là, par exemple, si vous êtes à un taux d'intérêt I4, là, par exemple, ok, la demande de monnaie, elle est encore plus faible. D'accord? Il arrive un moment où la demande de monnaie, elle s'affaiblit, elle va baisser, c'est-à-dire elle va tendre vers zéro, donc on va être dans ce sens-là, tout simplement parce que les taux d'intérêt, ils sont plus rémunérateurs. Et donc dans ce cas-là, je vais dire, j'ai 1 million de dirhams, à 1%, je les garde, je préfère les garder parce qu'au moins, l'argent, il a l'avantage de la liquidité. C'est de l'argent que je peux utiliser à tout moment. D'accord? Et ça, c'est un avantage. Par contre, si je dois sacrifier, c'est-à-dire mettre cet argent à la disposition de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un me donne un taux d'intérêt plus élevé. Et dans ce cas-là, ma demande de monnaie, elle va être plus faible. D'accord? Donc en fait, si vous êtes là, eh bien vous allez jouer, c'est-à-dire en fonction du taux d'intérêt, vous aurez soit moins de demandes de monnaie, vous allez faire l'origine, mais si les taux sont faibles, eh bien la demande de monnaie, elle est plus importante. C'est-à-dire, vous allez garder votre argent plutôt que de le prêter à quelqu'un d'autre parce que les taux d'intérêt sont très très faibles. Et Keynes, il nous dit que il y a une situation où justement les taux d'intérêt ils sont tellement bas que la demande de monnaie elle devient euh, avec une élasticité parfaite, c'est-à-dire l'élasticité dans ce cas-là, elle tend vers l'infini, si vous voulez. Donc vous avez ici cette partie de la droite de la demande qui tend vers l'infini. Donc bon là, donc elle continue pas de baisser, mais vous, donc je vais mal tracé peut-être, mais vous allez avoir une horizontale qui tend vers l'infini. C'est-à-dire la demande de monnaie, elle est infinie. C'est-à-dire que chaque fois que les gens ils ont de l'argent, ils vont le garder. C'est ça en fait la demande infinie. Ils disent que les taux d'intérêt sont tellement bas qu'on préfère garder de la liquidité. Et ça, pour Keynes, ça correspond à une situation de crise. Parce que imaginez-vous, et la crise de 29, c'était ça. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus confiance dans le système bancaire. Il y avait des banques qui faisaient faillite. Et donc, moi, si je sais qu'une banque, euh, ma banque, elle est menacée de faillite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais retirer mon argent. Donc, je vais le garder liquide. Donc, ma demande de monnaie, elle va être infinie. Et je garde mon argent. Je ne le mets pas à votre disposition parce que peut-être, si vous faites faillite, moi, je perds mon argent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les bourses étaient dans une situation catastrophique. D'ailleurs, la grande crise de 1929, elle a commencé avec une crise boursière. La crise, on appelait ça, vous pouvez chercher sur Internet, jeudi noir. On appelait le jeudi noir à l'époque, 1929, il y avait un jeudi noir. Ça veut dire que c'est un jour de la semaine, le jeudi, où toutes les valeurs en bourse, elles se sont effondrées. Et donc, finalement, des gens qui avaient acheté, je sais pas, un actif pour 100 dollars, maintenant, ils tendent vers zéro. Ils ne rapportent rien. Fini. D'accord? Donc, les gens, dans une période d'incertitude,
si vous voulez, quand le système bancaire ne marche pas bien, quand vous avez un système, quand vous avez un marché financier, notamment une bourse des valeurs qui s'effondre, donc tout à coup, donc une crise boursière, etc., eh bien, dans ce cas-là, les gens, ils vont devenir insensibles au taux d'intérêt. Donc déjà, il est bas parce que ça leur rapporte rien. Et donc, ils préfèrent tout simplement garder leur liquidité. Et donc, dans ce cas-là, Keynes, il nous dit que si vous êtes dans cette situation de trappe à la liquidité, si l'économie se trouve dans une situation de liquidité, eh bien, l'offre de monnaie, c'est-à-dire l'augmentation de l'offre de monnaie, elle n'a plus aucun impact sur l'économie. D'accord? C'est-à-dire, euh, l'offre de monnaie, il nous dit, elle a un impact sur l'économie réelle. C'est-à-dire, si vous augmentez les crédits, il y a des gens qui vont consommer, d'autres qui vont investir, d'autres qui vont créer des emplois, etc., etc. On a dit, avec deux hypothèses. Il ne faut pas que l'économie soit en plein emploi, parce que si elle est en plein emploi, ça ne change rien. Vous donnez juste aux gens des moyens qui vont permettre d'augmenter les prix. Mais là, le volume, il ne peut pas augmenter parce que l'économie, elle est en plein emploi. D'accord? Mais par contre, si, le deuxième élément, si l'économie, elle est en plein emploi, dans ce cas-là, même chose. C'est-à-dire, vous augmentez votre offre de monnaie, ok? Mais cette offre de monnaie ne fera plus réagir la demande de monnaie parce que vous êtes dans une situation où tout ce que vous offrez comme moyen de paiement, les gens, ils vont le garder. On peut dire aux gens, je sais pas, on vous met un taux d'intérêt à 1%. OK, 1%. Moi, je vais emprunter. D'accord? Mais peut-être la rémunération n'est pas plus importante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter et garder cet argent. Garder cet argent. Je ne vais pas le faire circuler. D'accord? Et dans ce cas-là, votre offre de monnaie, elle n'a aucun impact sur l'économie réelle. C'est-à-dire les gens, ils gardent leur argent et ils ne vont ni acheter, ni investir, ni rien du tout. Et donc, l'économie, elle peut souffrir. Tu peux augmenter la masse monétaire autant que tu veux. Tu peux faire tendre les taux d'intérêt vers zéro, mais il n'y a rien qui va se passer sur l'économie réelle. Et je vous donne un petit exemple concret qu'on est en train de vivre depuis pratiquement 2009-2010 à travers le monde. Hein. La plupart aujourd'hui des taux d'intérêt dans les pays développés, hein, dans les pays occidentaux, bon, peut-être avec une petite exception pour les États-Unis, mais pour le cas de l'Europe, la zone euro, 16 pays, donc qui composent un peu la zone où circule l'euro, la France, l'Allemagne, des pays comme l'Italie, etc., etc., eh bien, les taux d'intérêt, ils tendent vers zéro. D'accord? C'est-à-dire que 2008-2009, c'était une crise économique, financière. Il y a certains pays qui ne sont pas encore sortis de cette crise. Et à l'époque, les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, elle a décidé donc de prêter aux banques de la base monétaire, donc de la monnaie centrale, à un taux de zéro. Hein, d'accord? On leur dit, je ne sais pas, vous voulez combien par jour? Une banque qui va dire 100 millions, l'autre qui va dire 200 millions, etc. La Banque centrale européenne, elle va offrir cet argent, qui doit être remboursé, bien entendu, à taux zéro. C'est-à-dire, ils disent aux banques, écoutez, venez chercher cet argent, cette monnaie centrale, et créer de la monnaie, c'est-à-dire distribuer des crédits, parce qu'on veut que l'économie reparte, on veut que l'économie soit relancée. Mais que font les banques? Les banques, elles prennent cet argent, mais elles le gardent. Et on est dans une période de trappe à la liquidité. Parce que les banques, elles vont dire, OK, maintenant je peux prendre de l'argent gratuitement auprès de la Banque centrale. Mais pour le prêter, il faut trouver de bons risques. Une banque, elle ne finance que les bons risques. C'est-à-dire, je ne vais jamais prêter à quelqu'un qui ne va jamais me rembourser. D'accord? Et donc, finalement, une banque, elle ne va financer que les gens qui peuvent rembourser. Et si vous êtes dans une situation économique qui n'est pas bonne, où les gens, justement, donc l'économie ne marche pas bien, les marchés donc ne sont pas prospères, vous pouvez produire, mais peut-être vous n'allez jamais vendre votre production, eh bien, vous allez prêter de l'argent à des gens qui sont dans une situation économique très, très fragile et le risque pour qu'ils ne te payent pas, pour qu'ils ne te remboursent pas, il est très élevé. Alors les banques, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent de l'argent et au lieu de le prêter à l'économie, ils vont l'utiliser pour elles-mêmes. Elles vont aller sur le marché de l'or, ils vont aller sur le marché de je ne sais pas quoi, elles vont placer les banques, elles sont
devenus, au lieu d'être l'instrument qui permet le financement de l'économie, etc., beaucoup de grandes banques aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est avoir cet argent et l'utiliser pour les actionnaires de ces banques, c'est-à-dire faire des placements en bourse qui ne sont pas forcément bons pour l'économie. Et donc, pour certains économistes, on est dans une période de trappe à la liquidité, c'est-à-dire que les taux d'intérêt tendent vers zéro, d'accord? Et tout ce que vous offrez comme monnaie centrale, d'accord? Eh bien, elle passe la trappe à la liquidité. Les banques ne la font pas circuler. Ils ne la font pas circuler parce que l'économie, elle n'est pas dans une bonne situation. On est dans une situation où les risques sont élevés. Vous prêtez à des gens et vous êtes peut-être, vous avez une très forte chance pour que vous ne soyez jamais remboursé parce que peut-être les entreprises que vous financez, ils vont faire faillite. La personne à qui vous avez prêté de l'argent pour acheter une maison, il a perdu son emploi et donc en fait, il ne peut plus vous rembourser. Et donc, on est dans une situation de trappe à la liquidité. Et dans ce cas-là, vous pouvez baisser vos taux d'intérêt autant que vous le souhaitez, mais l'argent ne circulera pas parce que justement, tout l'argent qu'on offre, eh ben, il est cash, il sort plus ou moins du circuit, si vous voulez. Donc, c'est ça un peu la trappe à la liquidité. Et donc, finalement, ça n'a pratiquement plus aucun impact sur l'économie réelle. D'accord? Donc, ça, c'est très important, ce petit schéma. Et donc, juste pour terminer, donc, parce que je sais que donc peut-être j'ai trop parlé. Et comme ça vous donne donc la possibilité de bien, comment dirais-je, assimiler donc toute cette matière. Vous avez ici donc la demande, comme je l'ai dit, et vous avez ici ces droites que j'ai appelées l'offre. L'offre de monnaie, comme vous pouvez le constater, elle est représentée par une droite verticale, parce que en fait, l'offre de monnaie, elle est exogène. Elle dépend de la décision de la banque centrale. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc finalement, elle ne dépend pas du taux d'intérêt. La Banque centrale, elle va dire l'économie, elle a besoin de 1 milliard, elle a besoin de 5 milliards, elle a besoin de 10 milliards. Et donc, elle va faire bouger l'offre de monnaie en fonction des besoins de l'économie et en fonction de l'objectif qu'on voudrait atteindre. Si on estime, la Banque centrale elle estime qu'il y a trop d'argent dans l'économie, et bien l'offre de monnaie, elle va aller vers la gauche, elle va réduire son offre de monnaie. Donc c'est une décision qu'on prend sur le politique monétaire. Et si on estime que l'économie a besoin de plus d'argent, eh bien, on va se déplacer vers la droite. Donc, vous avez par exemple ici offre de monnaie au départ, d'accord? Et vous voyez que avec cette offre, elle rencontre la demande à ce niveau-là, c'est-à-dire avec un taux d'intérêt qu'on appelle I0. Donc, ça, c'est des choses que vous avez vues dans votre cours sur les marchés, enfin, microéconomie. Donc, on a une demande et on a une offre. Et vous avez ici un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il va déterminer le taux d'intérêt qui va être en vigueur à un moment donné et la quantité offerte et demandée de monnaie qui va se trouver ici. D'accord? Donc, quantité d'équilibre, si vous voulez. Alors maintenant, si la Banque centrale, elle estime qu'il y a, l'économie, elle a besoin de plus d'argent pour la relancer. D'accord? Elle va déplacer l'offre vers 2. Donc, on passe de cette droite au départ à 2. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le taux d'intérêt, il est plus faible. Normal, parce qu'on veut mettre plus d'argent, sachant que le niveau de la demande, il est ce qu'il est. D'accord? Et donc, le déplacement de l'offre va avoir pour effet une baisse des taux d'intérêt. Et c'est ça ce qu'on veut. On veut que les taux d'intérêt soient bas pour que les gens viennent demander de l'argent, pour que les gens empruntent, pour que les gens commencent à investir, consommer, etc., etc. Mais on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que si on continue, l'économie, elle est comment dirais-je, en trappe à la liquidité, vous pouvez changer autant de fois, vous pouvez mettre autant d'argent dans l'économie, par exemple, vous passez à O3, O4, O5, etc., etc., vous aurez toujours le même niveau de taux d'intérêt et tout l'argent que vous mettez en circulation, eh bien, il va être gardé. La demande de monnaie, elle va tendre vers l'infini. Les gens, ils ne vont pas faire circuler cet argent parce qu'ils estiment que ce n'est pas assez rémunérateur. Par contre, si maintenant vous êtes dans une situation où vous estimez, par exemple, qu'il y a trop d'argent dans l'économie, la Banque centrale, elle a pour mission de réguler le niveau de l'offre de monnaie. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va déplacer la droite vers la, elle va diminuer l'offre de monnaie avec quel effet? Eh bien, une augmentation du taux d'intérêt. Et c'est ça ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on est dans une période où il y a trop d'argent et donc en fait les prix ne font qu'augmenter.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation. On a un chapitre qui va traiter ça dans quelques semaines. Eh bien, on va dire, OK, il y a trop de monnaie, il y a trop de demandes, les gens consomment beaucoup, il y a beaucoup d'investissements. On va dire que l'économie, elle est en surchauffe. C'est-à-dire, donc les prix augmentent. Ça, c'est mauvais. L'instabilité des prix, c'est très, très mauvais. On verra, c'est un coût. En fait, il va avoir des effets donc de distorsion sur les prix, donc il va rendre le coût des transactions plus élevé, etc., etc. Mais la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, je vais réduire la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Il y a des moyens qui permettent à la Banque centrale de le faire. Elle va dire, on va tendre vers O1. Avec quel effet? Un taux d'intérêt plus élevé. Et si vous avez un taux d'intérêt plus élevé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens qui viennent demander de l'argent, ils vont en demander moins parce que voilà, parce que le coût de l'argent il est plus élevé. Et bien entendu, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont une épargne, ceux qui avaient une demande de monnaie très très élevée, eh bien, ils vont offrir cet argent sur le marché. Donc en fait, la banque centrale, elle réduit en fait la base monétaire et donc les crédits qu'on va distribuer à l'économie, et cela va être compensé par une offre d'épargne, c'est-à-dire les gens qui ont gardé de l'argent chez eux parce que les taux d'intérêt sont faibles, maintenant ils viendront l'offrir et l'économie, elle va se financer cette fois-ci par l'épargne et non pas par la création monétaire, bien entendu. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai un cours juste après. Et je vous demande donc le cours, enfin donc on a fait une petite page, hein, même pas, je l'ai même pas terminé parce que j'ai pas eu le temps de voir avec vous donc la courbe de Phillips, donc qui montre aussi qu'il y a une relation entre l'économie monétaire et l'économie réelle. Mais moi, je me contente de ça parce que c'est déjà assez chargé ce que je viens donc, de partager avec vous. Donc, je vous demande, bien sûr, pour ceux, parce que j'ai vu que donc, vous n'êtes pas très nombreux là, donc, parce que les autres, ils disent que le cours, il est enregistré, donc c'est pas la peine de se lever très tôt. Mais en tout cas, je félicite ceux qui se lèvent et puis qui viennent. Ça montre un peu votre sérieux. Donc, essayez de relire peut-être ou de réécouter pour ceux qui ont encore du mal à donc à peut-être à assimiler tout ce que je viens de dire. Essayez de revoir ou de revoir et puis de réécouter un peu cet enregistrement sur la base de la petite page donc qui a traité la théorie monétaire ou donc la monnaie dans la théorie keynésienne et essayez donc de ce petit graphique, je vais le partager avec vous tout de suite. Donc une fois que j'aurai arrêté le cours, je vais vous le mettre sur la plateforme et je vais vous mettre aussi la théorie de Phillips, donc ce qu'on appelle la courbe de Phillips, même si je vais la traiter que la semaine prochaine. D'accord? Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Donc, on aura un petit cours comme aujourd'hui, même heure, vers 9 heures, enfin vers 9h moins 20 par autour, comme on a fait. D'accord? Voilà. Alors, je vous souhaite une belle matinée, une bonne journée, une très bonne semaine aussi. Et encore un conseil, n'essayez pas de laisser ces vidéos s'accumuler. Essayez donc d'être à jour si vous voulez avoir une très belle note dans cette matière. Eh bien, travaillez là du début à la fin. Posez des questions hein, parce que là, je vois que vous êtes là, habité du moment qu'on fait un live donc pour poser des questions. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, même si vous êtes timide et vous me posez des questions via le chat, eh bien, je vous répondrai bien volontiers. Voilà. Alors, bonne journée et à bientôt. Merci, monsieur. Merci à vous. Au revoir.